Aquabar, on dit quoi? On dit quoi? Bienvenue sur la terre des éléphants d'Afrique. Posez-vous. Posez-vous. Décapsulez votre boisson favorite. 5, 4, 3, 2, 1. Oubliez vos gourmands et appréciez ce podcast. Abidjan Talk Live. Abidjan Talk Live. Chaque fin de semaine, enregistré depuis nos studios à Trècheville. Venez découvrir toutes les actualités Et les histoires qui comptent. Moi, je dirais jamais assez que j'adore en fait ce jingle. Je l'adore. Bienvenue à vous, chers auditeurs d'Abidjan, d'ailleurs, toute la Côte d'Ivoire et même du continent africain, puisqu'on est écouté au Sénégal, on est écouté au Gabon, on est écouté en Algérie, on est écouté au Burkina. Vraiment, on est fiers que ce podcast-là gagne vos cœurs. Bienvenue à ce nouvel épisode. Cet épisode où on reçoit pas un, pas deux, mais 3 invités, mais ça on reviendra un peu plus tard. Et avec moi, comme toujours, le roi du déguisement, Zoul. Bonsoir tout le monde. Pourquoi tu rigoles? Non, pour rien. Non mais... Tu as une voix amusante. J'ai une voix... Merci. Tu es un enfant joué. Oui, je vais prendre ça comme un compliment. Et je vais pas te décrire le tutu que tu portes parce que... Le pire, c'est que c'est toi que tu as un vrai déguisement de Dark Vador. Oui, non, ça c'est vrai. Mais là, moi, je parle de comment tu as habillé dans ce studio. On reçoit des mails. On a vraiment intrigué nos auditeurs lorsqu'on a parlé de ton vestiaire, qui se demandent où est-ce que tu t'inspires et quelles sont tes tendances. Le podcast est interdit aux moins de 18 ans, donc moi j'en profite. Hein. Tu es plutôt, dans tes déguisements, tu es plutôt Java, tu es plutôt... C++. C'est C++, ok. Ça va, Zoul? Ça va et toi? Ouais, ça va. Alors, ta semaine? Comme d'hab. Boulot, comme d'hab? Rien d'exceptionnel. Rien d'exceptionnel? Ouais, comme d'hab. Non? T'as pas fait un peu de natation ces derniers jours? Écoute, si, au stade, j'ai failli me noyer. Ouais. Expérience à ne pas reprendre. Je parle un peu de natation parce que nos invités sont... c'est des férus du ballon rond et d'autres sports, on découvrira un peu plus tard. Ouais. Donc, pas de natation pour toi, embouteillage, C++. Non, pas de natation. Non. Un mot pour ton fan club. Salut les amis. Voilà, ok. Donc, Zoul, vous pouvez lui écrire directement, vous pouvez le trouver et lui écrire directement. D'ailleurs, recherche blonde à forte poitrine. Non, on se désolidarise de cette annonce, même si on reste un podcast très sérieux. Très sérieux et binaire. On est binaire. On pense à nos 0,5% de non-binaires qui nous écoutent. Merci les statistiques. Et ils s'arrêtent à l'aéroport. Hein. Ouais, je pense aussi. Ouais. Mais ça, pour pouvoir plus comprendre notre point de vue en détail, on vous ramène sur un épisode intitulé « Débat en tout genre » avec Julia et Naji, qu'on salue. On salue aussi El Jefe, dont vous venez d'écouter certainement dans un épisode précédent sur la deuxième partie intitulée « La prédation » où on a parlé astronomie. C'est bizarre, hein? On parle prédation, astronomie. Ouais, vite fait quand même. Vite fait? Ouais. Mais il est intéressant. Il est très intéressant. Prenez pas tout ce que vous allez entendre au mot. Hein. Oui, ça dépend. Donc avec nous, nos 3 invités, on va leur dire bonjour quand même, on n'est pas mal élevés. Avec nous, Élie. Salut. Yvan. Salut. Et Serge. Salut. Ça va, Serge? Ça va super bien. Voilà, bienvenue à vous 3. Ouais. Bienvenue à vous 3 dans ce podcast. On est très heureux. D'habitude, on reçoit une personne, mais là, 3, c'est beaucoup d'honneur. On vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Merci de l'invitation. Oui. Je sais que Élie, tu es auditeur. Tout à fait. Voilà. Depuis le début. Dans le pré-podcast, on a compris que Yvan, il a fait son devoir du soir d'hier. Il a écouté un épisode. J'ai pas terminé. Donc, il n'a pas une vraie expertise sur le podcast. Il va pas nous rendre riches. Hein. Non. On n'a
pas encore monétisé, Zul, on l'a pas encore monétisé. Et par contre, Serge, il découvre directement dans le studio. Oui, je découvre l'univers de ce podcast, même si, pour la petite histoire, j'ai fait un podcast moi-même, qui est même publié, mais j'ai fait juste un épisode. Mais alors, comment s'appelle ton podcast? Onboarding. Onboarding. Oui. On le trouve sur toutes les plateformes. Oui. On le trouve sur j'essaierai de partager le lien dans la description de ce podcast-là. Et puis voilà, mais c'est très bien parce que on en parlait un peu tout à l'heure. Le podcast est vraiment un nouvel outil de plus en plus prisé par les Ivoiriens. Et avec la facilité d'écoute, en fait, on se rend compte qu'on intéresse aussi des personnes en dehors de la Côte d'Ivoire. Oui, totalement. Et moi, je pense que le podcast a une forte appétence pour l'Afrique parce que, n'oublions pas, on vient d'une civilisation où l'oralité est extrêmement importante. Bravo. C'est la raison pour laquelle je pense que le podcast dans le futur va aller croissant. Tu vois, Yvan, on a l'impression qu'il était avec nous dans notre conversation Ouais, tout à l'heure. exactement. Ouais, tu vois, c'est un peu ce qu'on disait avant que tu arrives, avant que tu nous rejoignes dans le studio. On disait avec Yvan que ce podcast, en tout cas Abidjan Talk Live, est né en fait d'une volonté de transmettre très souvent les non-dits. Les parties des histoires qui restent secrètes ou discrètes, peu importe, ou tout simplement qui n'ont pas eu la chance d'avoir un auditoire. Donc, bienvenue à toi et je suis très content qu'on soit dans le même état d'esprit. Dans ce podcast, on a l'habitude de parler du retour en Côte d'Ivoire, mais en première partie, mais avant de rentrer un peu plus dans ce sujet-là, je vais vous donner l'opportunité de vous présenter. Eli. Salut tout le monde. Alors Eli, je suis de retour en Côte d'Ivoire depuis 2007, on va en parler par la suite. Je travaille dans le secteur de la nutrition et de la santé animale depuis maintenant presque 5 ans. Donc ça me permet de découvrir un peu les régions ivoiriennes que je ne connaissais pas beaucoup. Très intéressant. Voilà. La Côte d'Ivoire est magnifique. Exactement, je confirme. Elle est magnifique. On pourra en parler par la suite si tu veux. Je découvre les régions au fur et à mesure grâce au boulot. Et je découvre surtout les éleveurs, donc je vois vraiment le pays rural et tout. À part ça, oui, féru de foot, principalement de l'OM. Donc on va aussi en reparler, je pense. C'est le dénominateur commun de cet épisode. On est en grand ou nombre. Du moins de cette séance d'enregistrement. Restez, si vous voulez entendre plus parler de l'Olympique de Marseille et de ses activités en Côte d'Ivoire, ça sera en deuxième partie. Mais continue. Voilà, donc il n'y a pas grand-chose à dire. Donc dans retour en Côte d'Ivoire depuis 2007. Voilà, et principalement, comme Zul disait, on est dans la routine du boulot, de la route, de la maison et un peu de sport aussi pour se maintenir en forme. Natation aussi? Non, pas du tout. Non. T'as pas fait de natation? Non. Surtout pas en ce moment. On avait reçu des athlètes maliens pour une épreuve de natation, pour la qualification des JO, non? La piscine n'était pas facile d'accès, donc j'ai préféré rester à la maison. Boueuse et sableuse. C'est ça. Ouais. Et toi, Yvan? On se moque, mais c'est parce qu'on aime. C'est parce qu'on aime. Et toi, Yvan? Moi, c'est Yvan. Je veux dire, une quarantaine d'années, on va dire ça. Ouais. Voilà. Et voilà, je suis... je suis cadre de banque. Je travaille dans tout ce qui est devises. Je fais de la consultance financière aussi de temps à autre. Puis voilà, grand fan de l'OM, fan de foot. Je pense que le foot, pour moi, actuellement, se résume plus à l'OM. Parce que c'est vrai qu'à un moment, j'étais beaucoup plus... Un peu comme ton fils. Quand je vois un truc de foot, je regarde, je check. Voilà. C'était éléphant de Côte d'Ivoire, tout ça. Mais bon, avec tous les gourmets. Et tu as dit dans le podcast qu'il faut éviter de laisser tout ce qui est gourmet à côté. Il faut les oublier tous les laisser gourmets. les éléphants à côté. Voilà, donc c'est OM. Parce que déjà, OM, faut avoir le cœur solide. Donc voilà, donc c'est moi un grand fan de NBA aussi. NBA, je sais que j'aime bien. Puis de films, musique, bon voilà quoi. Ouais. Bienvenue à toi. Merci. Bienvenue à toi. Et puis c'est vrai que pour revenir sur le gourmand que nos éléphants nous donnent souvent, moi ce que j'aime bien dans le foot, c'est que ça permet en fait à une nation d'avoir une identité commune. C'est ça. Et tu vois, moi par exemple, très tôt, grâce au foot en fait, moi mes enfants, puisque tu en parlais tout de suite, se sont rapidement identifiés comme ivoiriens par rapport au foot en fait. C'est juste par rapport au foot. J'ai de la famille, ma belle famille est sénégalaise. Très belle équipe du Sénégal en ce moment. J'espère qu'ils ne viendront pas la gagner ici comme on a fait
Chez eux. chez eux, voilà, au stade de l'amitié. Mais c'est grâce au foot qu'en fait ils se sont identifiés, et lorsqu'ils sont avec leurs cousins et la famille sénégalaise, bah, tout de suite c'est nous on est ivoiriens quoi. Donc c'est le pays de Drogba. Bon, eux c'est le pays de Mané, mais c'est pas mal non plus. Serge. Oui. C'est vrai qu'on a un peu parlé, mais on va te laisser aussi te présenter un peu, parce que nos auditeurs on nous demandent souvent de dire qui c'est qu'on reçoit, et donc dans la lignée. D'accord. Bonjour à tous les auditeurs. Bonjour à Azul et à toi. Alors, je suis Serge Eric, Eric pour certains, ça dépend. Le prophète pour toute la nation. Le prophète de la nation de football, Oui, Et pour l'OM. la plupart. oui, et très vrai, parce que tout ce que tu dis, très souvent, Oui, mais après, cette culture de prophète, je l'ai forgée sur le PSG, parce que, comme j'ai dit, prévoir que le PSG ne va pas se qualifier pour la Champions League à partir du mois de mars, entre la journée internationale de la femme et le 8 mars, c'est plus de la prophétie, c'est une vérité scientifique. c'est cyclique un peu, c'est un peu comme les marées, on sait qu'elle va Exactement. monter, qu'elle va descendre. C'est comme si tu veux faire de l'économie basique, c'est les cycles de Kondratiev, quoi, tu vois, c'est la même chose. Ça se Je te suit. remercie, on vient de se débarrasser de nos auditeurs qui supportent le PSG, je ne savais pas comment faire. Ah, ils peuvent revenir, mais très simplement, Serge, je travaille dans l'agroalimentaire, principalement dans l'industrie des boissons depuis plusieurs années, plutôt dans la fonction marketing, mais j'aime à me définir comme quelqu'un qui travaille dans le people management, parce qu'à un certain moment, on ne fait plus, on fait à travers les gens. Donc, on travaille à créer des environnements où des équipes essayent de réussir, voilà. Et je suis passionné de foot. Je pratique plus malheureusement parce que il y a quelques mois, je pratiquais et j'ai eu une blessure qui m'a empêché de continuer à pratiquer au tendon d'Achille. Alors, c'est officiel, je suis un grand joueur, parce qu'un grand joueur a toujours une grande blessure. Bien sûr. Exemple bien sûr, Djibril Cissé. il faut entretenir la Quand légende. tu t'es blessé, tu nous l'as fait à la Neymar ou pas? Non, pas du tout, pas à la Neymar. Je Avec me plus suis de classe. levé avec plus de classe, un peu comme Begreago à l'époque à l'Africa Sport. Zoul, n'oublie pas que tu es sur sa droite et qu'il vient d'éteindre le PSG, et tu nous ramènes une danseuse Je ne m'y brésilienne. connais pas en foot, hein, donc je sais qu'on le charrie beaucoup, Neymar, sur ses performances cinématographiques. Neymar C'est est un adepte du carnaval de Rio et un grand clown pour l'anniversaire de sa sœur. Ça correspond à peu près à la période ouais, entre le janvier, 14 février et le 8 mars, Exactement. où les femmes sont à l'honneur. Donc ça te donne une idée du personnage brésilien. Tu vois que tu n'es pas tout seul à tacler. Tac bien en plus. Donc, comme je disais, on aborde très souvent cette première partie. On partage avec nos auditeurs sur le thème du retour en Côte d'Ivoire. Et lorsque je dis retour en Côte d'Ivoire, j'imagine en vous regardant, et vraiment je me suis dans la même catégorie que vous, que c'est un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Donc, dans cette période-là de la Côte d'Ivoire qu'on a connue, moi j'ai de bons souvenirs quand même de la période 2010. Comment est-ce qu'on envisage de revenir en Côte d'Ivoire? Pourquoi est-ce qu'on envisage de revenir en Côte d'Ivoire? Quelles sont vos histoires? On va laisser Elie parler, parce que le président parle toujours en premier. Président. Même si on t'a pas présenté comme président. Exactement. Ouais. Alors, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, revenu depuis 2007. Je suis parti pour les études, un peu comme un peu tout le monde ici. Et je suis resté, j'étais au Liban, donc je suis resté travailler après la fac. Et l'objectif était d'aller, comme je l'ai dit tout à l'heure en off, l'objectif c'était d'aller trouver un boulot à Dubaï, parce que c'était l'Eldorado à l'époque. C'était la période où tout le monde voulait aller à Dubaï. Et donc j'avais quelques touches. Et finalement, de nulle part, comme ça, j'ai eu une proposition d'une boîte très connue mondialement dans le fret maritime. Oui, qu'on retrouve sur un maillot qu'on aime Exactement. Bien sûr. Et donc tu imagines comment ça me rapproche encore plus de l'OM cette année. Et qui m'a proposé donc de revenir en Côte d'Ivoire en tant qu'expatrié. Donc revenir dans son pays en tant qu'expatrié. voilà, donc C'est le jackpot. donc déjà en tant que jeune qui n'avait pas beaucoup d'expérience, j'avais un super package avec un gros challenge, un nouveau secteur d'activité à connaître, et ça a été super. Donc je suis revenu 11 ans après. La réadaptation, c'était 2 semaines.
Le Nouchi est revenu tout de suite. C'était ma prochaine question. Comment est-ce que tu as justement géré cette transition-là un peu Bon, je comprends que tu étais toujours quand même plus ou moins connecté. On se connaît. Il y avait t'as de la famille qui était en Côte d'Ivoire à ce moment-là. Donc, comment est-ce que tu as géré en fait cette transition-là à revenir, parce que il y a le syndrome des vacances. On en a parlé déjà dans d'autres épisodes, et très souvent je le dis qu'on en a déjà parlé, je m'excuse. Mais il y a le syndrome des vacances. Il y a le fait de... on va en vacances dans un endroit, c'est beau, les jours sont gentils, je me lève à 9h, à 10h, je fais la fête, je profite du soleil, je bronze, ou je vois que les côtés positifs en fait. Et à un moment donné, lorsque on décide de venir vivre dans un pays, le syndrome de vacances, en fait, il s'estompe un peu comme un comprimé effervescent. Et puis, il y a la réalité, en fait, de la vie, de la routine qui vient en face de nous. Mais quand tu es revenu en Côte d'Ivoire, j'imagine bien que culturellement, tout de suite, tu t'es retrouvé, parce que tu n'avais pas vraiment coupé, mais il y a forcément des obstacles. Peut-être... d'un point de vue social ou d'un point de vue générationnel, parce que tu viens avec une certaine expérience. Tu reviens en 2007. La Côte d'Ivoire est une espèce de tournant, pas encore décisif, mais s'installe progressivement dans une certaine façon de fonctionner. Et comment est-ce que tu as géré ça ? Alors, le syndrome, je l'ai connu dans les deux sens. Parce que, étant mineur, on suivait les parents pour les vacances, et les vacances, c'était quasiment tout le temps au Liban. Donc, on avait cet état d'esprit-là aussi, les vacances. Donc, quand on m'a donné un pseudo-choix de choisir ma destination pour les études, quand on m'a dit « tu vas au Liban », j'ai dit « il n'y a pas de souci, j'y vais tout de suite ». Alors qu'à l'époque, donc je suis parti quand même en 96, ça remonte à quand même longtemps. À l'époque, la plupart de mes amis... Au siècle dernier. Exactement. Oui. La plupart de mes amis à l'époque allaient en France pour leurs études. Personne n'allait, même les Libanais, personne n'allait au Liban. Et ça a été difficile. Je me suis pris une claque, mais déjà, je ne parlais pas bien arabe. Donc, il m'a fallu une année pour m'adapter. Et la mentalité est totalement différente. Avec nous qui sommes nés ici, même si on est Libanais d'origine, on a grandi en Côte d'Ivoire, on a quelques bribes de culture libanaise, mais ce n'est pas pareil. On ne peut pas comparer. Celui qui va au Liban connaît la différence. Donc, j'ai eu cette période d'adaptation au Liban qui m'a pris quand même un an. Ensuite, je me suis adapté. Et le retour, c'était pas pareil parce que, bon, c'est vrai que j'ai eu la chance de venir en Côte d'Ivoire tous les ans. La famille était encore là. De toute façon, il y a toujours de la famille à Abidjan parce que la famille est grande. Et je venais une fois par an en vacances, des fois deux. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir rester en contact avec la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas entièrement coupé pendant 10 ans. Et puis, bon, c'est toujours pareil. On a grandi ici, donc on est toujours... Même si à l'époque, on n'avait pas les réseaux sociaux, on n'était pas au courant de tout ce qui était... de tous les buzz en Côte d'Ivoire. Mais on se tenait quand même au courant un peu de tout. Et quand je suis revenu, c'est vrai que j'ai senti quand même la différence. J'étais un peu perdu au début, mais franchement, le premier mois, c'était comme si je n'étais pas parti, quoi. C'est vrai qu'il y a eu quelques changements, s'adapter à la conduite, les habitudes. Dans le boulot aussi, c'est différent parce que j'ai bossé au Liban, c'est plus anglo-saxon. Donc, le système de travail est un peu différent. Alors qu'ici, c'est plutôt à la française. Donc, tout ce qui est procédure et tout ça. Latin, c'est très latin. Voilà. Donc il y a eu une période d'adaptation pour ça, mais c'était une très bonne école. C'est une très bonne école et j'ai la chance maintenant d'avoir les deux cultures. Donc, au niveau business aussi, qui m'a permis de construire ma carrière et d'aller plus loin. Voilà. Mais là, le retour, oui, c'était une offre que je ne pouvais pas refuser. C'était trop beau pour être vrai, en fait. Même moi, j'y croyais pas quand j'ai vu l'offre. Et quand j'ai demandé à droite et à gauche, on m'a dit, mais bien sûr, que tu vas aller où ? On t'envoie dans un pays que tu connais, en tant qu'expatrié. Donc, il n'y a pas mieux. Et voilà. Et depuis, je suis là. Je suis là depuis. Super. Et toi, Yvan, un peu ton parcours ? Moi, je suis parti pour les études. Je crois que j'ai fait 5 ans à l'étranger. Je suis entré en 2006, un an avant Eli. Moi, la particularité, c'est que j'étais pas parti pour... Dans mon esprit, je ne partais pas pour rester. Honnêtement, je me suis dit, je rentre à Abidjan. Je pense que Enfin, c'est vraiment ce que je voulais. Et le truc qui s'est passé, c'est que j'ai pas vraiment eu d'opportunité. Enfin, j'ai pas cherché, honnêtement, pour être franc. J'ai pas cherché d'opportunité. Il y a des trucs. Dès que j'ai fini, je suis rentré. Je suis rentré même avant d'avoir fini, pour dire. Donc, je suis pressé parce que j'ai eu un stage. Donc, je suis venu... je fais un premier stage à une compagnie d'électricité de la place. Enfin, la seule, on va dire.
Ensuite, Tu t'es grillé. Pour le moment. pour le moment. Pour le moment. Voilà, et ensuite, on fait un stage en banque. Ouais. Donc, ça m'a. Ouais, du coup, voilà, par la grâce de Dieu, j'ai une initiation assez facile. Donc, dès que je suis venu, bon, j'ai pas trop tardé avant de travailler. Donc, ouais. C'est quoi qui t'a motivé à revenir? T'es revenu avant d'avoir le stage, d'après ce que je comprends. Non, avant d'avoir l'emploi, mais je suis venu pour faire un stage, en fait. Ah, tu es venu pour faire un stage, ok, Je suis pardon. venu pour faire un stage, mon stage pour valider mon. Et l'emploi que tu as décroché après était lié au stage? Non, mais c'était, bon, je veux dire, je voulais travailler, quoi. Je suis tombé dans une opportunité de travail en banque, donc ça m'a plu, et puis bon, voilà, quoi. Ça faisait partie de ton, on va dire, de ton caractère, de te dire, je viens et je verrai ce que je vais trouver sur place, parce que tu avais confiance au pays, vraiment. ou bien c'était une aventure? Pour être honnête, non. Pour être honnête, je dirais, enfin, je veux dire, on est entre nous, j'ai eu l'opportunité avant. On est entre nous, voilà, oui. Entre nous, voilà. Oui, bon, voilà. Voilà. Ouais, j'ai eu l'opportunité avant, et donc je suis venu, j'ai fait le stage de pré-emploi. Bon, j'avais pas totalement fini, j'avais pas soutenu. Ensuite, bon, j'ai eu la possibilité d'aller soutenir, et puis bon, voilà, quoi. J'ai pu. Le reste du s'est bien passé, et puis bon, voilà. Ouais. Donc, je suis en banque depuis, voilà, une quinzaine d'années. Est-ce que tu peux nous dire, tu étais parti combien de temps avant de revenir? Combien d'années tu as fait en dehors de la Côte d'Ivoire? Bon, c'est passé en deux phases. Parce que déjà, en 90, pour ceux qui s'en rappellent, je pense que les auditeurs, il y a beaucoup qui ne savent pas de quoi il s'agit. En 90, il y avait une menace d'année blanche. Parce que nous, on était dans le... Non, nous, on était dans le système français, donc on n'a pas eu l'année... Nous, on a fini on a fini l'année, on se cachait, je me rappelle. On faisait l'école à la voilà, maison. à la maison, voilà, justement. On partait en classe, on se cachait pour aller en classe et tout. Mais nous, on avait fini. Un truc de fou. Voilà, un truc que les jeunes aujourd'hui ne comprendraient pas. On se cachait pour aller à l'école. Ouais, effectivement. C'était assez bizarre. Mais le système ivoirien n'avait pas fini. Et c'était pas sûr. Et moi, je tombe dans une situation, j'ai mon oncle qui vient à Abidjan et qui repart. Bon, l'oncle, en fait, il était parti faire ses études au Canada. Donc, il revient, il est censé être au Canada. Donc, mon père dit, bon, ça tombe bien. Il y a ton neveu qui est là. Bon, il va partir avec toi au Canada. Il dit, OK. Donc, on monte dans l'avion. À l'époque, c'était Air Afrique. Je monte dans l'avion, je dis ça remonte. Il faudrait expliquer aux auditeurs c'était quoi Air Afrique. Pour moi, c'était le fleuron de l'aviation africaine. C'est la meilleure compagnie, honnêtement. Ouais. Avec le petit sac en paille. Magnifique, oui, je me rappelle de ça. J'avais même un de mes oncles qui était pilote, paix à son âme, capitaine Moussa, qui était magnifique. Des souvenirs incroyables d'Air Afrique. Donc du coup, je me retrouve dans l'avion, puis je dis tonton, on va au Canada, mais non. Au Canada, on va en Dominique. C'est où la Dominique? Donc la Dominique, pour ceux qui ne savent pas, c'est entre la Martinique et la Guadeloupe. Mes parents ne savaient même pas que je partais là-bas. Ils pensaient que je partais au Canada. Donc je me retrouve en Dominique. D'accord? Donc je me retrouve là-bas, j'ai fait une année là-bas. C'est vrai que ce petit passage en Dominique m'a un peu changé parce que c'est une culture qui est totalement différente. Et tu sais que quand tu es jeune, tu apprends vite. En Dominique, j'arrive, on parle anglais. D'accord? Bon, par la grâce de Dieu, au bout de 3 mois, j'ai appris l'anglais. C'était assez. Quand tu es jeune, c'est beaucoup plus facile. Il n'y a pas de problème de loyer et tout ça. Donc, du coup, ça passe assez bien. Donc, du coup, après, je me retrouve là-bas 1 an. Et après, ma tante, qui était diplomate, se retrouve au Japon. Là, mes parents ont dit non, c'est pas possible. Donc, déjà, tu nous dis que tu pars au Canada, sans Dominique. Après, 1 an après, tu te retrouves au Japon. Donc, c'est bon, le petit va rentrer parce qu'après, on ne veut pas que. Bon, pourtant, ça aurait été sympa, je veux dire. Le Japon, le Japon, ça aurait été cool. Non, parce que ma mère, elle était convaincue que je partais au Japon pour parler japonais. Alors que bon, je veux dire, c'est l'anglais, quoi. Généralement, c'est. Mais bon. C'est les darons. Voilà, c'est les darons, effectivement. Donc, je rentre. Bon, ça m'a un peu changé parce que je viens d'une culture francophone. Après, je me trouve en culture anglophone, des Antilles, même pas des États-Unis. Bon, c'était un peu compliqué. Mais ça m'a forgé quand même une personnalité assez différente. Et du coup, depuis le temps où je suis rentré en 91, pour moi, je voulais repartir, en fait. C'était vraiment repartir. La condition pour que tu repartes, c'était que tu aies ton bac. J'ai mon bac. Moi, l'idée, c'est quoi? Avec le basket, le truc, c'était aller aux États-Unis, au Canada. Mais non. Tu vas au Maroc. Déjà. Donc, j'ai fait 3 ans au Maroc. Bonjour à nos amis marocains. Bonjour. Voilà. Salam. Voilà, je me retrouve au Maroc 3 ans. Après, bon, je pars en France. Bon, États-Unis, un petit intermède aux États-Unis, mais bon, c'est vraiment. Ça compte même pas, en fait, je veux dire. Donc, voilà, donc c'est un melting pot de plein de choses. Mais tu as vu tellement de choses qu'à un moment donné, tu as eu un panel de choix, mais tu décides quand même de revenir en Côte d'Ivoire. Même quand j'étais en Dominique, pour te dire, je voulais revenir.
Mais bon, c'est vrai que quand je suis rentré après, je voulais repartir, mais bon, c'était différent, j'étais un peu plus jeune. Ouais, donc, souvent, on ne se rend même pas compte des opportunités qu'on a, tu vois. Et bon, je rentre, moi, je voulais rentrer. Honnêtement, après les études, je voulais rentrer. Et Dieu merci, j'ai eu un emploi, enfin, un stage déjà, qui s'est transformé en emploi et tout. De changement, honnêtement, je veux dire, pour mon deuxième séjour à l'étranger, pour les études, non, il n'y avait pas vraiment de changement. Je venais déjà chaque été, j'étais là. Depuis, bon, je veux dire, on a vécu en Côte d'Ivoire avant de partir. On est revenu, c'était pareil, quoi. C'était pas... Il n'y a pas une évolution, tu n'as pas senti Non, si, une évolution toi-même, je veux dire bon, tu es à Abidjan, tu as le chauffeur, on te dépose à l'école, mais quand tu vas à l'étranger, tu es livré à toi-même. Oui. Et ça, il y a beaucoup d'entre nous qui n'ont pas pu le faire. Moi-même, j'ai failli être dans ce cas. Parce que là, il n'y a personne pour te réveiller le matin pour aller à l'école. Tu peux partir à l'école, enfin, à la fac, ou pas. Mais je pense que mon premier trimestre, je l'ai pratiquement raté parce que ce n'était pas vraiment évident. Donc, il y a ça. Donc, c'est vrai que ça te forge. Je pense que l'expression... moi, j'ai dû gagner 10 ans d'âge mental avec les 5 années que j'ai fait à l'étranger. Ça te forge. Après, tu deviens... Bon, tu commences à devenir un homme. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Moi, voilà. Je me rappelle que dans la première période où je suis parti, quand je suis revenu pour les vacances de Noël, je suis arrivé, j'ai glissé sous la table, j'ai attrapé les pieds de ma mère et je les ai embrassés. Elle me dit, mais pourquoi tu fais ça? Je lui dis, mais maman, en fait, tu te rends pas compte. C'est que j'arrive, je me lève le matin. Donc, je mets les pieds sous la table. Oh, il y a à manger. C'est ça. Je m'en vais, je reviens. Oh, il y a à manger. Je vais prendre la douche, je prends mes habits, je les prends, je les jette au loin là-bas. Je m'en vais, je me lave, je porte d'autres habits, je me lève. Le lendemain, je reviens. Les habits que j'ai jetés sont déjà pliés, rangés dans mon armoire. Et c'est vrai que quand tu es en Côte d'Ivoire et en Afrique, d'une façon générale, on a cette facilité-là de vie qui fait qu'on est rapidement confronté à la réalité lorsqu'on se retrouve. Pour moi, j'étais dans un 9 mètres carrés. Donc, très rapidement, j'ai assimilé ça à une cellule. Et je me suis dit qu'il fallait que je m'en sorte et qu'il fallait que je commence à structurer, en fait, ma manière de vivre. Merci. Si. Bon, donc, quand tu rentres, c'est clair que là, il y a un choc. Parce que, effectivement, tu fais 5 ans. C'est vrai que je n'ai pas travaillé à l'étranger, mais il y a des mentalités que tu rencontres. Automatiquement, tu changes de mentalité. Et tu arrives, tu rentres dans le monde du travail. Alors voilà, quels sont les premiers obstacles que tu as rencontrés en arrivant dans le monde du travail? Déjà, les habitudes. Parce que déjà tu quittes d'un modèle anglo-saxon. Voilà. Si. Et que tu viens dans un modèle latin. Arabo-anglo-saxon, franco-anglo-saxon. Ouais, voilà. Mais bon, beaucoup voyagé. Ouais, c'est clair. Ça a beaucoup voyagé. Mais c'est vrai que tu viens et tu reviens dans un pays que tu connais, mais dans un milieu dans lequel tu n'as pas évolué, qui est celui du travail, et tu rencontres tes premiers problèmes. Oui, c'est clair, parce que déjà, quand tu viens, on te regarde d'un œil, oui, bon, ce gars-là, il veut dire quoi? C'est les enfants d'eux, voilà, ils viennent à l'étranger. Déjà, moi, je suis rentré en tant que stagiaire, hein, mais il y avait une différence avec les autres stagiaires, parce qu'ils se disaient que nous, on était sûrs d'avoir un emploi, ce qui n'était pas garanti du tout. Honnêtement, ce n'était pas garanti. Il fallait faire ses preuves. Donc, du coup, il y a un peu de jalousie. Ça, bon, je peux comprendre, je veux dire. Ensuite, il y a les pré-retraités. Les gens qui vont à la retraite dans 5 ans. C'est pas évident. Donc, quand on te voit en stagiaire, bon, c'est sûr que... pas lâcher la prochaine banane qui va être payée, c'est toi. Voilà. Déjà, la prochaine copie... Bon, je veux dire, il y a tout ça. Et c'est vrai que c'est un peu culturel. C'était un choc parce que c'était pas évident. C'est pas vraiment ce à quoi je me préparais. Bon, j'avais fait des stages. Mon stage, par exemple, dans la compagnie d'électricité, c'était assez différent. Bon, ça, c'était plus... c'était comme une famille, en fait. Les gens étaient là, voilà. Mais bon, en banque, c'était totalement différent. Tu sens que c'est des requins, que c'est des gens... Je veux dire, il y a le beefsteak. Si tu le prends pas, ils le prennent, quoi. Oui, il y a quelqu'un qui va le prendre à ta place. Ah, mais c'est sûr. C'est sûr. Donc, du coup, ça m'a choqué un peu parce que... Et ça, malheureusement, je pense que les mentalités n'ont pas beaucoup changé à ce niveau-là. C'est la même chose parce que tu fais... Encore aujourd'hui? Mais 15 ans, oui. Mais les nouveaux stagiaires qui viennent de l'étranger ou truc, c'est pratiquement pareil. Hein. Ils sont confrontés au même truc. Bah oui, parce que bon, il y a toujours des pré-retraités qui viennent... Donc, si tu as un conseil à donner à ces nouveaux stagiaires, qu'est-ce que tu leur donnerais? Non, mais serre les dents, puis fais ce que tu as à faire. Rentre dans le moule. Parce qu'il y a un problème aussi, c'est que généralement aussi, pour ce que je sais, hein, pour ce que je connais, les étudiants qui viennent de l'étranger, ils ont tendance à être quelquefois un peu snob. Non, mais ça ne va même pas t'aider, je veux dire, ça ne t'aidera pas du tout à t'insérer. Insère-toi. Et puis voilà, de toute manière, après, quand tu causes avec le gars, il sait que tu es cool, machin, ça passe, quoi. Ouais, il ne faut pas venir un snob, du gant, j'ai fait mes études à l'étranger, ça veut dire que je suis meilleur, ça n'a rien à voir. Il y a des gens aujourd'hui dans les entreprises, ça je me dirais, qui ont fait Yamsokro, qui ont même fait la fac, mais qui sont brillants. Donc je veux dire, voilà, fais tes preuves,
mets-toi dans le moule et puis voilà, quoi, fais fi de tout ce qui est peut-être méchanceté ou bien. Mais c'est même pas forcément de la méchanceté, c'est peut-être des railleries, mais bon, ça va passer rapidement, quoi. Oui, un peu comme dans une cour de récréation. Exactement, c'est ça. Et puis de toute façon, quand tu veux changer quelque chose, tu le changes de l'intérieur. Exactement. Ouais. C'est-à-dire, tu vas pas venir tout bousculer alors que tu n'as pas d'expérience. Tu peux le faire si à la limite tu es expérimenté, on te recrute, tu as déjà 10-15 ans d'expérience, tu viens et tu bouscules tout le monde. Là, tu as déjà un poste à responsabilité. Et même encore, je ne suis pas complètement d'accord avec toi parce que tu vas avoir en Côte d'Ivoire cette espèce-là de droit d'aînesse. Exactement. Et même si tu es senior quelque part, lorsque tu reviens et que tu as justement des facultés, tu as de la connaissance et que tu as envie de la mettre à disposition, que tu as tout simplement juste envie de t'exprimer, bah, tu peux être bloqué par cette personne-là qui était là dans l'entreprise depuis plus d'années que toi, qui connaît les rouages et qui peut te mettre à n'importe quel moment des bâtons dans les roues. Donc je pense que comme dit un peu Yvan, il faut se mettre dans le moule et à un moment donné viendra l'opportunité pour toi de t'exprimer. À un moment donné, voilà, le train passe, il faut juste que tu le vois à quel moment il passe et puis tu pourras montrer ce dont tu es capable. Et toi, Serge? Alors moi, j'ai une histoire un peu différente des deux autres parce que moi, j'ai fait mes études ici. C'est plus tard que je suis allé en expatriation à l'extérieur. Donc j'ai été formé à Yamoussoukro, à l'école de commerce. Alors pour nos auditeurs, Yamoussoukro, pour ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, c'est une ville qui est une capitale politique de la Côte d'Ivoire, qui est située aujourd'hui, grâce à l'autoroute du Nord, à 2 heures, 2h30 d'Abidjan. On va dire 3 heures, 2 heures. À partir de Yopougon. Abidjan, ça va de Yopougon jusqu'à Assini. C'est ça. On a appris ça pendant le Covid. Oui, exactement. Le grand Abidjan. Le grand Abidjan. Donc, dès qu'on sort d'Abidjan, c'est... voilà, et puis on arrive là-bas. Et surtout, pour un peu resituer, excuse-moi Serge de t'interrompre, nos auditeurs ne savent pas que c'était aussi l'école de Félix Houphouët-Boigny. Absolument. L'école polytechnique, l'école d'excellence, qui a formé la plupart des cadres aujourd'hui d'entreprises du secteur privé ivoirien et même de la sous-région, parce que quand on y était, on avait mon voisin par exemple était burkinabé, on avait des Maliens, donc c'est une école, on va dire, interafricaine. Donc j'ai été formé là-bas, j'ai commencé à travailler en 2000-2001 et je suis parti à l'extérieur la première fois en 2011. Alors, je travaillais dans une multinationale américaine qui vend de l'eau sucrée qu'on ne citera pas pour ne pas faire de publicité, mais tout le monde sait de quoi on parle. Et à un moment donné, on m'a demandé de partir au Cameroun. Ok. Alors, je t'avoue, je dis aux éditeurs, je ne voulais absolument pas, parce que j'avais un collègue l'ensemble du bureau était camerounais, c'était des Camerounais, et j'ai un collègue qui est parti, et on m'a demandé d'aller prendre sa place. Je me sentais un peu mal déjà de le remplacer parce que c'est quelqu'un avec qui j'avais de très bonnes relations. Et c'était la première expérience et mon patron m'a dit, il faut que tu y ailles. J'avais peur, honnêtement, c'était la première fois, mais il m'a dit, ça va te... Tu sais, dans les multinationales américaines, on aime bien les anglicismes, ça va te stretcher, n'est-ce pas? Et ça va t'apprendre une nouvelle culture et tout. Alors j'y suis allé. Pour la petite histoire, pour revenir à ce que Élie disait tout à l'heure et Yvan par rapport à l'adaptation, au moment où j'y allais à l'époque, on avait le patron du bureau là-bas qui avait, on va dire, des relations pas très compliquées, mais un peu difficiles avec mon patron qui m'avait envoyé. Donc je me disais, j'allais au charbon. Tu as hérité en fait d'un palabre. Voilà, et quand j'y suis arrivé, quand je suis arrivé, je suis allé le voir pour mon premier entretien, je lui ai dit, écoute, je sais que tu as des rapports plutôt énigmatiques avec mon patron, mais moi, je suis venu ici parce que je voulais apprendre. Et il m'a dit, malgré les rapports que vous avez, que si tu veux apprendre les opérations dans cette compagnie, un des meilleurs, c'est ce monsieur. Ouais. Et c'est pour ça que je suis venu. Ah, tu l'as désarmé. Ouais, clair. Oui, mais je l'ai désarmé, mais honnêtement, il a été dans la posture du gars qui veut apprendre aux jeunes et il m'a énormément appris. Donc j'ai fait 2 ans au Cameroun. Ensuite, j'ai quitté cette compagnie, j'ai eu une opportunité dans une autre boîte. Et je suis allé vivre un rêve personnel à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Parce que j'adore la musique congolaise. Donc, c'était une expérience professionnelle, certes, mais personnelle. Et
quand je suis allé au Cameroun, d'ailleurs... On est écouté par le Congo. Hein. Ah oui, énormément. On a un pourcentage flatteur. À l'époque, c'était le Zaïre ou c'était le Congo? Non, c'était le Congo. C'était, comme ils disent là-bas, la République démocratique du Congo. Voilà. Et donc, j'ai fait 2 ans à Kinshasa, 2 superbes années avec des aînés Arthur, Serge, qui est un banquier que Yvan connaît, Sidibé, Soumaïla, un autre banquier, et plein d'Ivoiriens. J'ai vraiment kiffé. J'étais avec ma famille. Et je me suis dit, pour revenir à, oui, tu veux rentrer, pourquoi tu veux rentrer? À un moment donné, on voyait la Côte d'Ivoire se relever après la crise de 2010, 2011. Et quand on revenait souvent, on se disait, mais, j'ai envie de revenir revivre à Abidjan. Et donc, je me suis dit, il faut que je me rapproche. Alors, j'ai eu une opportunité pour venir travailler au Burkina Faso. Je me rappelle encore, mes amis me disaient, oui, mais tu sais, Kin, c'est vibrant. Le Burkina, ça peut être un peu difficile. Je lui ai dit, non, je vais y aller. Et j'ai rejoint le Burkina. J'ai fait 3 ans au Burkina. 3 belles années, 3 superbes années. Mais comme j'étais à côté de la Côte d'Ivoire, tous les 3 mois, je trouvais toujours un argument pour rentrer. Alors, non, je vais voir maman, je vais voir les travaux. Je cherchais toujours un argument. Et à un moment donné, ça m'a pris là. Tu étais à Ouaga même? Oui, j'étais à Ouaga. Ouaga 2000? Non, à Ouara 2000. Ah, Ouara 2000. Ouara 2000. Exactement. Ouais. Et je me suis fait beaucoup d'amitié, beaucoup d'amis, pardon, à Ouaga. Extraordinaire le Burkina. Extraordinaire pays. Et petite anecdote, tu te rappelles que malheureusement, il y avait eu une attaque au Cappuccino à Ouagadougou. Alors, moi, je travaillais dans une boîte qui avait son siège juste à côté du Cappuccino. C'était ma cantine avec un autre collègue qui était ivoirien aussi, où on mangeait tout le temps à midi. Et lorsque il y a l'attaque du Cappuccino, ma mère sait que j'y vais. Oui. Elle essaye d'appeler, je pense, ma femme, parce qu'elle n'arrive pas à me joindre. Et quand elle arrive à la voir, elle lui dit non, il n'est pas à Ouaga, il est à Bobo Dioulasso. On était allé faire une réunion de toute l'équipe. Mais pour te dire, il suffisait que le DG dise non, finalement on reporte d'1 semaine, on aurait peut-être pu y être. Oui, non, mais après, maintenant, tu sais, les plans divins, on ne peut pas, ils sont inexplicables. Exactement. J'ai une amie dont je vais taire le nom, que Zoul connaît très très bien parce qu'elle est avec nous dans le rallye et elle copilote le grand boss qui aujourd'hui travaille pour une compagnie aérienne ici en tant que... je sais qu'elle n'écoute pas le podcast, donc, mais je ne veux quand même pas dire son nom en tant que chef d'escale. Et genre 10 minutes avant l'attaque, elle y était. Wow. Elle y était. Et elle n'avait rien à faire, en fait, là-bas. Donc, elle a pris son petit déjeuner et elle est sortie. Et 10 minutes après, il y a eu l'attaque. Donc, comme quoi. C'est le destin. C'est le destin. Le destin. Mais ce que je remarque, c'est que le destin nous a ramenés, nous tous, ici. Abidjan, exactement. Et moi, quand je suis rentré, pour terminer là-dessus, je suis revenu. Alors, l'entreprise qui m'a fait partir m'a demandé de revenir. Et donc, l'entreprise qui m'a fait sortir de Côte d'Ivoire m'a fait revenir de Côte d'Ivoire en 2018. OK. Et je suis rentré, mais je n'ai pas trouvé de changement majeur parce que j'avoue que c'est dans une multinationale où il y avait plusieurs cultures et j'avais été habitué à travailler à ça. Et c'est ce que l'expatriation aussi m'a apprise. Tu as un peu biaisé ma prochaine question parce que ma prochaine question était justement sur quels sont les aspects de la vie en Côte d'Ivoire que tu as redécouvert ou que tu as apprécié à nouveau en revenant? Alors, ce que j'ai apprécié, c'est que je travaillais dans beaucoup de pays étrangers, dans 3 pays étrangers. À un moment donné, dans mes fonctions, je couvrais plusieurs pays. C'est là que j'ai appris à redécouvrir un peu la diversité culturelle que nous avons en Côte d'Ivoire. On a une chance énorme dans ce pays, je pense, de vivre plusieurs nationalités côte à côte en paix, de vivre plusieurs religions côte à côte en paix. Et j'ai retrouvé un peu ça. Et le fait d'avoir travaillé dans divers environnements m'a permis aussi de changer d'approche, dans la manière de me comporter, d'être plus à l'écoute des autres. Parce que quand on n'a qu'une culture, effectivement, on a une façon stéréotypée de voir les choses. Donc j'ai retrouvé ça ici en Côte d'Ivoire. Et je peux dire que j'ai apprécié beaucoup plus cette richesse qu'on avait, que je ne voyais pas peut-être forcément beaucoup plus avant.
Non, la Côte d'Ivoire, c'est à la fois sa chance d'être aussi riche dans la nationalité, comme tu dis, hein, puisque moi, par exemple, je ne me voyais pas à aucun moment dans mon parcours, que c'était un parcours universitaire, et j'ai démarré mes premières expériences professionnelles au Royaume-Uni. À aucun moment, j'avais envisagé de ne pas revenir. C'était impossible. Je me rappelle très très bien, à la fin de mon contrat en Angleterre, j'avais mon boss qui était là et puis qui disait bon, on va travailler sur des projets, qui me faisait des propositions de contrats, des contrats revalorisés. Il me mettait bien, mais bien. Et je lui ai dit écoute, tu es gentil, je ne veux pas être impoli, mais je pense que j'ai le sens de ma vie. Et je lui avais dit ça, le sens de ma vie, en fait, il n'est pas là. Il est en Côte d'Ivoire. Oui, bon, mais par rapport au marché, tu vas plus t'éclater. Il pensait que j'étais dans une négociation, en fait. Et donc, il était là en train de rajouter des options. Oui, tu peux avoir un billet d'avion supplémentaire. Quand tu vas te marier, tu pourras aussi prendre ta famille, etc., etc. Et on n'est pas arrivé à s'entendre parce que l'utilité de ma vie, en fait, était de mettre à disposition ce que j'avais appris au service de la Côte d'Ivoire. Que ce soit dans le cadre de mon entreprise ou même dans le cadre d'activités socioculturelles, sportives, peu importe. Mais je me retrouvais complètement dans ça. Et on va un peu clôturer cet épisode. On va paraphraser le père fondateur qui disait, lorsqu'il aimait bien recevoir des journalistes et autres diplomates et tout, il avait dit une phrase qui m'a marqué à vie. Il a dit oui, vous parlez de ces étrangers, de ceux qui vivent au-dessus du Sahel, mais ils sont venus et puis ils sont arrivés en Côte d'Ivoire et puis ils ont une vie que dans leurs rêves les plus fous, ils n'auraient pas pu avoir en étant de l'autre côté du désert. Et bien ces gens-là, ce sont des frères de la vie que Dieu vous a donné. Et je me retrouve parfaitement dans ça parce que, un peu comme Élie, en étant apatride, parce que non, on a une origine libanaise, certes, elle est visible, c'est vrai, mais moi, je ne me sens pas libanais. Zoul, aujourd'hui, m'a posé la question. La première question que ce tocard m'a posée ce matin au café, et c'est réel, hein, il m'a dit, dis-moi, tu te sens quoi, toi? Tu te sens ivoirien? Tu te sens français? Tu te sens libanais? Tu te sens quoi? Je dis, c'est vrai, j'ai un peu les trois cultures. Et c'est pas que je me suis jamais posé cette question, je me la pose entre moi-même et moi-même, mais que quelqu'un me la pose comme ça, c'était la première fois. Ouais, à 8h du mat, on n'avait même pas bu le premier café, 8h du mat, il commence comme ça en entrant avant de commencer à travailler. Et ça m'a pris 2-3 secondes pour lui dire, en fait, je me sens ivoirien. Nous allons maintenant vous demander la moitié de la route. Abidjan Talk Life, c'est terminé. On espère que vous avez passé un bon moment. Posez votre bière et reprenez une activité normale. N'oubliez pas de vous abonner sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et de commenter sur notre profil Instagram. Découvrez de nouvelles actualités et histoires au prochain numéro.